Bonjour Olivier Mine. Bonjour. Animateur, producteur, mais j'ajouterai une fonction, vous êtes studio speak. C'est ça, c'est comme ça qu'on disait pour pas dire speakerin. Disons qu'en tout cas, c'était le lieu où nous officions à l'époque quand on présentait les programmes. Oui. Quand je dis on, c'est surtout les femmes, Oui. bien sûr, et puis quelques hommes, dont moi. Oui, parce que là, vous publiez un livre qui s'appelle Speakerine, une histoire des femmes à la télévision. Et alors, vous figurez dans cette histoire vous-même, puisque Jacqueline Joubert, une des plus célèbres speakerines de l'histoire de la télévision française, un jour, eh bien, vous a lancé. Oui, enfin, c'était la première, Jacqueline. C'est celle qui a créé le rôle, on va dire, en 1949. Et elle a, très étrangement, ni elle ni moi ne le savions, elle m'a engagé en 1990 sur Antenne 2. Et en fait, j'allais fermer le banc. J'ai été le dernier speakerin. La dernière speakerine, finalement, c'était Oui. moi. La dernière speakerine est un homme. J'aurais pu appeler le livre comme ça, d'ailleurs. Oui, alors d'ailleurs, au début, elle vous dit non, mais vous êtes candidat. Vous dites, mais ça marchera pas, on a besoin d'une femme. Et alors vous vous énervez, vous dites, quoi, c'est ce que je vais faire? Je vais mettre une perruque et puis vous allez voir. C'est vrai que j'ai osé, alors que cette femme m'impressionnait quand je la voyais passer dans les couloirs d'Antenne 2, j'ai osé lui répondre de manière un peu sèche, qui va me donner ma chance dans cette ville? Et surtout au-delà de ça, vous avez besoin d'une femme, en effet, comme vous l'avez dit. Je me paye une petite perruque, des faux seins, une jupe, et ça fera très bien l'affaire. Et cette femme, qui était une femme intelligente, et qui avait de l'humour, s'est mise à rire. Et c'est comme ça que j'ai eu mon rendez-vous. Oui. Alors après, c'était pas gagné pour autant parce que mon audition a été absolument misérable. J'ai été, je crois, certainement le candidat pour faire de la télévision le plus mauvais qui soit. Enfin, le candidat. En fait, je n'étais même pas candidat. Tout ça est venu parce qu'une chef de service, parce que j'étais homme à tout faire à Antenne 2, parce qu'une chef de service trouvait qu'il fallait que je fasse de l'antenne. Donc j'étais en quelque sorte conduit vers un destin qui était un destin forcé, entre guillemets. Je ne savais pas où j'allais, finalement. Oui. Mais bon, bref, Oui, cette mais il y avait audience, quand même, cette audition il y avait quand était même un mauvaise, et passé, puis, Olivier, parce que oui, vous oui. étiez J'ai été passionné choisi. par la télévision. Vous étiez passionné par ces speakerines Oui, qui avaient non. bercé votre enfance. Oui, bah à l'époque, non. Quand j'ai 22 ans, je ne suis pas passionné au point de me dire que c'est un métier que je veux faire. N'oublions pas que dans ces années-là, la présentation des programmes est en train de s'étioler. TF1 est en train de se débarrasser déjà de ses speakerines, pendant qu'Antenne 2 est en train d'en engager. Donc c'est pour vous dire à quel point on était un peu décalé sur la 2. Et au-delà de ça, pour ma génération, les speakerines, c'est pas que c'était ringard, mais c'était le truc le plus inintéressant qui soit. On avait l'impression que c'était annoncer un texte idiot sur la Oui. présentation des programmes, et puis ça s'arrêtait là. Et puis j'ai découvert que c'était bien plus que ça. Alors, vous racontez d'ailleurs cette aventure incroyable. Vous dites aussi, au fond, c'est une aventure des femmes Oui. à la télévision. Alors évidemment, des noms mythiques. Catherine Langer, Jacqueline Cora, merveilleuse, Jacqueline Huette. Et puis il y aura Evelyne Leclerc, Denise Fabre, Anne-Marie Dorothée. Besson, Dorothée. Enfin, ce sont des noms qui ont marqué l'histoire et les esprits. C'est vrai, parce que chacune avait une personnalité, ont encore, pour beaucoup, une personnalité, parce que heureusement, la plupart sont encore vivantes, même si beaucoup nous ont quittés. Et ce sont des femmes qui, en fait, ont proposé à la fois pour les femmes, de s'autonomiser davantage, de montrer qu'il était possible, à une époque où c'était encore une idée neuve, comme dirait l'autre, c'était possible de pouvoir gérer sa vie et sa carrière seule, sans l'aide forcément d'un mari, d'un époux. Et puis au-delà de ça, ce sont des femmes qui ont inventé des choses à la télévision. Oui. Jacqueline Joubert, les talk-shows. Jacqueline Cora a créé une émission qui mélangeait à la fois la culture et le patrimonial, avec cette grande aventure des timbres qu'elle a proposée pendant plus de 25 ans. Et ne parlons pas de Catherine Langer, qui a proposé à la fois la première émission de bouffe, Oui. parce que c'était Art et Magie de la cuisine, et puis elle a proposé, c'était en voix off, la séquence du spectateur, où elle donnait le goût du cinéma aux gens. C'était tous pas les des week-ends. femmes troncs, comme on peut dire. C'est-à-dire, en gros, sois belle et tais-toi. C'était pas des femmes objets. La tentation des hommes qui dirigeaient la télévision à l'époque était celle-là, mais c'était sans compter sur les caractères de ces femmes, qui étaient des caractères bien trempés et qui ne se sont pas laissés faire. Oui. Et même au-delà de l'aspect contractuel, de l'aspect salarial, Jacqueline Cora a été une de celles, avec Jacqueline Joubert, à s'être battue beaucoup pour une plus grande égalité des salaires entre ces femmes et les hommes qui officiaient à l'antenne. Et il y avait aussi le fait de montrer qu'il était possible d'avoir des responsabilités. Jacqueline Joubert a créé les premiers talk-shows modernes, dirons-nous, à la télévision française. Elle a créé le premier service jeunesse et de variété et divertissement. Dorothée a montré que l'on pouvait très bien être à la fois comédienne et animatrice, puisqu'elle Oui. a joué dans un film avec Truffaut, entre autres, à la fin des années 70, alors qu'elle
présentait l'émission à la fois pour les enfants et qu'elle présentait les programmes. Donc tout ça montrait que ces femmes montraient en fait qu'on pouvait être des femmes orchestres. Il n'y avait pas que les hommes qui étaient des hommes Oui, orchestres. oui, elles ont donné cet exemple. Alors, arrêtons-nous sur Catherine Langer, parce que c'est la légende. Catherine Langer, vous allez la rencontrer à plusieurs reprises, et c'est très émouvant, les pages dans ce livre, Olivier Mine, parce qu'elle est âgée, Oui, malade, elle est malade. Et surtout, elle a avec elle des lettres qu'elle garde auprès d'elle. Ce sont des lettres que François Mitterrand, qui était amoureux fou d'elle dans leur enfance, lui avait écrites. Oui, elle avait connu François Mitterrand à la fin des années 30. Et c'est vrai qu'entre le moment où elle a rencontré François, comme elle l'appelait, parce qu'elle ne l'appelait jamais François Mitterrand, et le moment où elle a rompu ses fiançailles officielles avec lui, il lui a écrit plus de 2000 lettres, je crois. Et elle les avait gardées précieusement chez elle. Et un jour, elle me tend un paquet enveloppé dans un lange de coton, un peu jauni par le temps. Et en fait, c'était donc les lettres de François. Et j'ai eu la possibilité de lire ces lettres. J'ai pas lu les 2000, mais j'en ai lu un peu moins d'une centaine. J'avais l'impression d'abord, parce qu'à l'époque, ces lettres n'avaient pas été encore divulguées dans la presse. Enfin, des extraits de lettres ont été divulgués dans la presse depuis. Mais j'avais l'impression d'être tout d'un coup, de rentrer réellement dans l'intimité de la vie de cette femme. Et au-delà de ça, j'ai été très touché parce que nous sommes là dans les années 90. Ils ont rompu leurs fiançailles. Elle a rompu ses fiançailles avec François en 1942. Et en fait, je découvre, quand je viens la voir, que François Mitterrand et elle n'ont jamais rompu. Oui. Non pas Il leur lui relation, envoie, il lui mais envoie leur des lien. fleurs à chaque Oui, date anniversaire. de leurs fiançailles. Voilà. Et tous les mois, il y a un coup de téléphone. Tous les mois, un coup de téléphone. mois, il y a un coup Elle de attend téléphone. ce coup de téléphone, Oui. comme ça. Mais elle vous dit un jour, vous le dit dans ce livre, elle vous dit, ah, François, intellectuellement, c'était extraordinaire, mais physiquement, non. Elle n'a pas dit non, elle a fait physiquement, c'était. Parce qu'elle était coquine en même temps, Lange. Elle n'était pas. C'était pas la. Elle a donné pendant très longtemps, quand elle était à la présentation des programmes ou de l'émission de cuisine, l'image d'une femme un peu bourgeoise, Ouais. un peu. Elle avait un sacré raide. caractère, hein, Elle quand avait même, vous le dites. oui, hein. oui, oui, elle avait un caractère bien trempé, elle n'était pas facile. Et puis au-delà de ça, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour malgré tout. Et donc c'est vrai que sur François, quand je lui ai dit, mais quand on a eu des lettres d'amour aussi joliment écrites, François Mitterrand, il a 23 ans à l'époque, il écrit comme Chateaubriand. C'est absolument sublime. Je lui dis, mais Catherine, moi je ne peux pas comprendre, moi je serais une femme, mais je me dis, c'est l'homme de ma vie pour toujours. Elle me dit, oui. C'est vrai, intellectuellement, c'était parfait. Mais physiquement, il n'était pas son genre. Mais un truc n'avait pas collé. Ouais, légende donc de Catherine Langer. Vous allez à son enterrement, il n'y a presque personne, c'est triste. Il y a, bah, en tout cas, de l'antenne, Ouais. c'est vrai qu'il n'y a que Denise Fabre et moi. Oui. Quand on dit cette solitude, on pense à Jacqueline Huette, autre grand visage. Oui. Un jour, on va la découvrir dans sa baignoire en maillot de bain. Elle a écrit un mot, elle se suicide, un soir. Un soir, et c'est vrai qu'elle met le maillot de bain parce qu'elle avait anticipé le fait que les secours allant sans doute la trouver à un moment donné. Elle ne voulait pas se présenter à eux toute nue. Elle avait cette pudeur, elle avait cette pudeur post-mortem en quelque sorte. Ouais. Le destin de Huette est un destin terrible parce que c'est le destin d'une femme qui a cherché à être aimée, qui a cherché à être reconnue, plus en tant que comédienne finalement qu'en tant que présentatrice ou présentatrice de programme ou animatrice. Et comme le cinéma l'a regardée toujours avec un peu de condescendance, comme le théâtre ne l'avait pas mise en haut de l'affiche comme elle l'espérait aussi, quand en plus la télévision lui a tourné le dos, ça faisait beaucoup pour la même. Oui. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, elle a basculé dans une très lourde dépression qui a fait qu'à un moment donné, pour elle, le Elle a seul décidé d'en moyen, finir, voilà, oui, le seul oui. moyen de Mais s'en elle sortir, écrit un c'est mot, et elle écrit dans ce mot, les vedettes du showbiz sont comme les canards à qui on coupe la tête et qui continuent de courir. Oui. C'est ça qu'elle écrit. Oui, parce que c'est vrai que si on pense que l'on ne peut exister qu'à travers l'image que l'on renvoie, dans ce cas, quand cette image vous est retirée, vous pensez donc que vous n'avez plus de raison d'être. Elle est tombée dans ce piège-là, Jacqueline, je ne la blâme pas, parce que ce piège-là nous est tendu à tous. Et moi, j'ai une chance formidable. C'est que d'abord, je pense que j'ai une nature propre qui se méfie de l'image en tant que telle. Et puis, au-delà de ça, j'ai été porté sur les fonds baptismaux par Joubert, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui était la première speakerine, et puis que j'ai côtoyé Langec, j'ai côtoyé également Igor Barrère, j'ai côtoyé les vieux de la vieille, je connais Jacqueline Cora aussi, et que tous ces gens m'ont donné comme conseil et m'ont en fait appris que s'il y avait bien une chose qu'il ne fallait jamais, qu'il fallait éviter, et dans laquelle il ne fallait jamais tomber, c'était le piège de du contentement de soi et de l'égocentrisme. Donc je pense avoir esquivé tout ça, et je parle à titre personnel, mais c'est vrai que quand on tombe là-dedans, c'est dans ce cas-là compliqué quand on vous retire la caméra. Oui. Un dernier mot, Olivier Mine.
c'est les genoux de Noël Noblecourt et puis d'Anne-Marie Pesson avec sa jupe très courte. Elles ont fait avancer les libertés, ces speakerines-là. C'est vrai, elles ont poussé... Elles ont fait scandale. Elles ont fait scandale énormément. J'allais dire, même Pesson avec ses décolletés, plus encore que les jupes courtes. C'est dire, une épaule dénudée pouvait provoquer le fait que le standard de Cognac-Jet sautait. Tout ça pour dire qu'on n'est pas en 1840, on est dans les années 60. Et c'est à ce moment-là qu'en effet, l'émancipation des femmes va en augmentant fort heureusement. Ces speakerines-là accompagnent ce mouvement-là. Elles l'ont payé pour certaines, très cher, mais c'est pour ça aussi que je tenais à leur rendre hommage, parce que ça n'a pas été en effet que de jolies potiches. Merci beaucoup, Olivier Mines. Ça s'appelle Speakerine, une histoire de France et des femmes à la télévision, aux éditions du Rocher. On était vraiment ravis de vous recevoir aujourd'hui. Merci, Olivier. Merci beaucoup.